La réforme de la responsabilité civile est le dernier pan d'une importante séquence de rénovation d'une partie de notre droit privé qui a démarré à partir de la célébration du bicentenaire du Code civil. D'abord le droit des successions, avec une réforme qui s'est étalée de 2001 à 2006, puis la réforme du divorce en 2004, de la filiation en 2005 et puis en 2009 à nouveau, la réforme du droit des sûretés en 2006, des tutelles en 2007, de la prescription en 2008, du mariage en 2013. Nous avons donc assisté ainsi à un vaste mouvement de rénovation de la véritable constitution de la France, pour reprendre les mots célèbres du doigt Carbonnier. Et l'année 2016 a démarré avec la réforme tant attendue du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, avec la publication de l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016. La réforme de la responsabilité civile, c'est le troisième volet, le dernier pan de la réforme du droit des obligations, qui avait été exclu par le législateur de l'habilitation qu'il avait donnée au gouvernement pour entreprendre la réforme du droit des contrats, dans la mesure où cette matière, ce domaine, comporte une sensibilité particulière, des enjeux économiques et sociaux qui lui sont propres et qui rendent nécessaire sa pleine appropriation par le Parlement. Non pas que la réforme du droit des contrats ne comportait pas non plus des enjeux majeurs, mais le temps parlementaire étant compté, la seule dimension quantitative comparée des deux projets, 400 articles pour l'ordonnance relative au droit des contrats, un peu plus de 90 dans l'avant-projet que la chancellerie a préparé s'agissant de la responsabilité civile, explique également un choix différent pour le lancement de cette réforme. Pourquoi cette réforme-ci est nécessaire, cette réforme de la responsabilité civile? Elle l'est parce qu'elle doit encore une fois parachever celle du droit des contrats, par exemple en élaborant un régime de responsabilité contractuelle qui ne peut être fait qu'en parfaite cohérence que dans le cadre d'une réforme globale de la responsabilité civile, par exemple pour fixer les règles communes à ces deux responsabilités, contractuelles et extra-contractuelles, en organisant l'articulation complexe entre ces deux régimes. Il faut d'ailleurs relever que les grands auteurs qui ont relevé le défi de la réforme du droit des obligations, en contribuant avec les équipes constituées autour d'eux à des projets extrêmement élaborés, j'ai nommé les professeurs Catala et Terré, ont traité évidemment l'ensemble du sujet, soit pour faire simple, le droit des contrats et le droit de la responsabilité civile. Et puis s'il faut réformer le droit de la responsabilité civile, et que la tâche est immense à cet égard, c'est parce que le droit commun de la responsabilité civile repose aujourd'hui sur 5 articles, pratiquement inchangés depuis 1804 et élaborés avant la grande période d'industrialisation de la France. Les principes qui inspirent ces dispositions reposaient sur la philosophie de la responsabilité individuelle de l'homme vivant en société et donc susceptible d'affecter par son comportement ou ceux des personnes qui sont placées sous son autorité, les enfants, les commettants, les fameuses choses dont il a la garde, sans compter les responsabilités nées de la propriété d'un animal ou d'un bâtiment. Donc tous ces éléments étaient susceptibles donc d'affecter la situation d'autrui. Ces dispositions, elles expriment un projet politique, encore une fois celui de l'homme libre, mais qui doit réparation du préjudice qu'il cause à autrui. Le projet politique de l'époque, et on peut par clin d'œil justement à l'époque le qualifier d'universel, c'est le principe de réparation uniforme qui a pour mesure la valeur du préjudice souffert. Malgré ces deux principes qui sont de très grande importance, il faut observer que leur concision, comme l'observe le professeur Geneviève Vinet dans l'article qu'elle consacre à ce sujet dans le livre sur le bicentenaire du Code civil, relève que cette concision donc est à l'image de la faible importance accordée à l'époque à ce mécanisme juridique qui trouvait alors peu d'occasions d'être mis en œuvre. Le professeur Vinet toujours relève, il faut s'y arrêter peut-être sans doute un peu, que l'expression responsabilité civile ne figure même pas dans le Code. C'est quand même l'occasion d'admirer que la force de l'expression du droit en concept plutôt qu'en norme, puisque malgré cette rédaction abstraite et elliptique, pour citer encore le professeur Vinet, ces 5 articles ont pu accompagner ce que je désignais comme industrialisation, mais en réalité mécanisation de nos vies et de la vie en société. C'est encore la jurisprudence, conforme à ce qu'en disait Portalis, qui a exploré toutes les virtualités de ces rédactions conceptuelles pour adapter ces textes aux situations les plus variées qui lui ont été soumises depuis plus de 2 siècles.
C'est peu de dire que, comme l'exprimait Portalis, les principes ont été féconds en conséquence. Pour autant, évidemment, c'est une lapalissade de dire que nous ne sommes pas dans la même société que celle de 1804. Et à partir de la révolution industrielle du XIXe siècle, à compter de laquelle la jurisprudence n'a cessé de se développer, eh bien, les conditions de travail et de vie sociale, par la mécanisation de la société, je le disais, l'usage de l'automobile, la réalisation du rêve d'Icare, l'invention de l'aviation, la diffusion en grande série des produits industriels, les découvertes de la médecine, etc. Ces conditions ont constitué des phénomènes qui ont créé des situations génératrices de risques et de dommages que les textes doivent désormais prendre en considération. Les quelques textes du Code civil qui évoquent la responsabilité ne sont plus adaptés et leur lecture ne permet plus depuis longtemps d'appréhender la réalité du droit français de la responsabilité civile. Il faut sans cesse se reporter à la jurisprudence de la Cour de cassation pour tenter de saisir les conditions d'application et les effets de chacun de ces textes. Et cette jurisprudence, certes, elle s'est construite par étapes, elle s'est affinée, elle a parfois varié, elle peut d'ailleurs être sujette à revirement puisqu'il n'y a pas de droit au maintien de la jurisprudence. Elle est l'illustration de ce que le professeur Zenati appelle la jurisprudence législative, mais aujourd'hui, elle ne répond pas aux exigences de lisibilité et d'accessibilité du droit. Par ailleurs, au-delà de ces articles, des législations spéciales se sont développées, comme chacun sait, notamment en matière d'accidents de la circulation ou d'aviation, parce que l'ampleur des dommages qui sont susceptibles d'être causés par l'emploi de la force mécanique est sans commune mesure avec l'idée à l'œuvre dans le texte originel d'un comportement individuel raisonnablement maîtrisé, dont l'écart causant un dommage devait entraîner certes réparation, mais laquelle était supportable par l'auteur de l'écart. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas, et c'est pour cela que la responsabilité individuelle a dû s'adosser à des garanties collectives, voire au-delà, à la solidarité nationale. Et puis le droit européen est entré dans le jeu, si je puis dire, et aux 5 articles fondateurs, il ne faut pas oublier le 6e, décliné en 18 articles. Chacun aura reconnu les articles 1386.1 à 1386.18 qui sont consacrés à la responsabilité du fait des produits défectueux. La différence rédactionnelle n'a sans doute pas non plus échappé à personne sur ce qu'elle dit, sans doute de l'art de légiférer, mais surtout des questions complexes, tant au plan factuel qu'au plan juridique, qui sont engendrées par le développement technologique, associées à des conditions de production et de distribution des produits qui n'ont évidemment plus rien à voir avec celles du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle. Donc dispersion des textes, complexification et pour cause de la jurisprudence, évolution des concepts, modification des enjeux sociétaux, pensons aux victimes, aux enjeux économiques, pensons aux entreprises, mécanismes assurantiels, collectivisation du risque, tout milite donc, et en premier lieu l'objectif constitutionnel d'accessibilité et de prévisibilité de la loi, pour une refonte de ce droit, pour son adaptation par le législateur au XXIe siècle, par le législateur oui, car lui seul peut consolider la jurisprudence et lui seul peut proposer des innovations que lui seul a la légitimité d'adapter, malgré encore une fois l'immense construction jurisprudentielle à l'œuvre depuis 1804.